کنفرانس در شهرداری منطقه پنج پاریس با حضور منتخبان فرانسوی و شخصیت‌های سیاسی. حمایت از جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 67، همبستگی با هموطنان زلزله زده در استان کرمانشاه. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à mes amis iraniens que j'accompagne depuis déjà longtemps de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole au milieu de tant de belle conscience. Il y a une première chose qui saute aux yeux quand on évoque les massacres des 30 000 prisonniers en 1988, qui datent maintenant il y a presque 30 ans, c'est que c'est sans doute un des plus grands massacres de prisonniers depuis la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas d'autre équivalent en termes de chiffres, en termes de temporalité extrêmement courte pendant laquelle ces exécutions de masse se sont commises, qui n'a pas d'autre équivalent sans doute que les exécutions massives, extrêmement structurées, organisées dans les prisons syriennes ces dernières années par le bourreau qui règne malheureusement toujours en maître à Damas. C'est donc un crime de masse, un crime prémédité, un crime organisé, et donc un crime qui répond à tous les critères, quelles que soient d'ailleurs les différentes nuances qui ont été apportées par la doctrine internationale à la définition du crime contre l'humanité. La dimension généralisée est indiscutable. La dimension systématique est également indiscutable et est tout autant incontestable le fait que ces prisonniers ont été ciblés uniquement en fonction de l'appartenance commune qui était la leur et qui en ont fait des frères de sang et des frères en douleur, c'est-à-dire au mouvement de résistance iranien que j'ai l'honneur d'accompagner depuis plusieurs années. Et le paradoxe, bien sûr, et c'est ce paradoxe qui, s'il était résolu, nous conduirait à ne pas prendre la parole ce soir. Ce paradoxe, c'est que ces 20, 30, 40 dernières années, l'humanité a été ensanglantée par des crimes de masse qui étaient en même temps les crimes les plus catégorisables comme des crimes contre l'humanité et qui restent et qui sont restés en même temps les plus impunis. C'est cette impunité qui est aujourd'hui insupportable, absolument inacceptable, pas simplement pour les victimes, pas simplement pour les ayants droit, pas simplement pour les communautés offensées et éplorées, mais aussi pour toute la communauté des hommes et des femmes. Cette impunité, évidemment, elle cessera un jour. Et nous ferons en sorte, sans nécessairement devoir solliciter toutes les forces de l'imagination et du rêve, et nous ferons en sorte que cette impunité, elle cesse à un moment donné de gré ou de force, et sans doute malheureusement plus de force que de gré. Sur le papier, ces crimes sont parfaitement documentés. Les preuves sont abondantes. Les crimes sont signés. Et c'est même parmi les crimes de masse commis depuis la Seconde Guerre mondiale, les crimes de masse où la chaîne hiérarchique politico-militaire est sans doute, là encore, la plus documentée, la plus raffinée même, dans la démonstration probatoire de l'enchaînement des ordres et des exécutions de morts qui ont été donnés dans une période aussi courte pour commettre ce terrible crime de masse. Les bourreaux de Téhéran se promènent et se promèneront toujours. Ce sont des hommes qui ont des intérêts à l'étranger pour des raisons qui sont visibles ou invisibles. Et nous continuerons obstinément, nous, la communauté des juristes, au service des victimes et des ayants droit, à les chasser, à les tracer et à tenter partout où ça sera possible et nécessaire de responsabiliser les juges du monde entier qui ont un mandat, je vous le rappelle, au-delà du mandat confié à la Cour pénale internationale qui n'est pas compétente pour juger ces crimes, qui ont un mandat, c'est d'intercepter les responsables des crimes internationaux quand ils passent sur leur territoire. Et c'est ce qui fait que les juges nationaux de bien des pays de la communauté internationale sont en quelque sorte les mandataires de l'humanité et aussi, d'une certaine façon, les juges de l'humanité, d'autres formes de juges internationaux que ceux qui siègent à la Cour pénale internationale de La Haye. Alors nous y arriverons, mes amis.
Cela prendra du temps, parce que le temps est insupportable pour les victimes, parce que le temps semble aujourd'hui être l'adversaire de la justice. Le temps est l'adversaire de la justice parce qu'il y a cette raison d'État, cette raison du sang qui prévaut sur la raison de l'honneur des victimes. Et pourtant, le temps, d'une certaine façon, est et sera l'allié des victimes. Parce que l'imprescriptibilité des crimes est acquise s'agissant des massacres de masse qui se sont commis en 1988. Donc le temps est et sera l'allié de ceux que j'ai l'honneur de représenter. La criminalisation des bourreaux de Téhéran est essentielle, pas simplement pour les victimes, pas simplement pour l'humanité, mais parce qu'aujourd'hui, dans ce théâtre d'ombre et de sang qui est devenu une partie du Proche-Orient, les bourreaux de Téhéran se sont mis au service des bourreaux de Damas, et que s'est formée ainsi une ignoble et nauséabonde confrérie des plus grands criminels internationaux de ces dernières décennies. Et que nous savons par la leçon des grands crimes qui se sont commis au XXe siècle que tant que restent impunis les crimes du passé, c'est une invitation et un encouragement funeste pour que se poursuivent les crimes du présent et les crimes de demain. Et c'est ça précisément que nous avons le devoir, tous ensemble, collectivement, de tenter d'arrêter. Je vous remercie. من مادر ابراهیم پور، این شهدای خانواده من هستن. سال 60 3 تا بچه‌ام دستگیر شدن. یکی از بچه‌ام 13 سالش بود. همون سال 60 پسر بزرگم مجاهد بود. توی یکی از شهرهای شمال پاسدار شناسایی کردن، همونجا بستنش به رگبار. یک روز قبل از ازدواجش بود. این پسرم بعد از 40 روز بعد از شهادت این پسرم اعدام کردن. اینقدر شکنجه کردم بچم زیر شکنجه شهید شد. جسدش به ما ندادم، بردن جنگل. من و باباش رفتیم قبر کردیم، خودم بچم گذاشتم تو خاک. وقتی بچم به من دادن، جسد بچم مثل چمدون تا شد. من خودم تحت تعقیب بودم. رژیم حکم دستگیریم و اعدام صادر کرده بود. توسط بچهای مجاهدم از ایران خارج شدم. من از ایران خارج شدم، بعد همسر من دستگیر کردم، بعد به خونه دخترم حمله کردم. این دخترم 6 ماه باردار بود. این آسیه ابراهیم پور 6 ماه باردار بود. این دامادم عباس رخشانی، یه مهمانم داشتن به اسم مینا رمضانی، 3 نفریشون تو خونه کشتن. این پسرم بعد از 7 سال تو قتل عام شد. پسرم دبیر بود. این پسرم 2 بار از زندان فرار کرد. داشت می آمد خارج، دستگیر شد. 14 ماه تو زندان ابن گوهردشت و قزلحصار، زندان انفرادی بود. با سلام، من راضیه پرندک هستم، مادر امیر مهران بیغم. امیر مهران بیغم در سن 17 سالگی در سال 30 خرداد 60 در کرج در تظاهرات 30 خرداد 60 دستگیر شد. 4 سال توی زندان قزلحصار بود. بعد از 4 سال به خاطر این که از اینا میخواستن بیگاری بکشن و اینا قبول نکرده بودن، اینا رو برای تنبیه فرستادن زندان گوهردشت. تا سال 66 زندان بود. سال 66 آزاد شد. وقتی که آزاد شد 1 ماه خونه بود. بعد از توی همین 1 ماهی که خونه بود همش با ما بحث میکرد، میگفت من باید از اینجا خارج بشم. با اینکه ما موافق رفتنش نبودیم و میترسیدیم که یه بلایی سرش بیاد، با این حال خودش تماس گرفته بود با بچه‌هایی که خودش میشناخت و از مرز میخواست خارج بشه که دستگیر. بعد از اون دیگه رفتیم همش در زندان‌ها، در دادسرا، سوال که بچه ما نیست. 2 ماه به همین منوال گذشت. ما خیلی پریشان بودیم، از همه سراغش میگرفتیم ولی هیچ خبری ازش نبود.
آخرین بار من به پدرش گفتم که من هرچی میرم به من جواب نمیدن، شاید من زنم به خاطر همین میخوان اذیت کنن، حالا این بار تو برو. دیگه پدرش رفته بود، گفته بود داره اعدامش کردیم. الان بعد از 30 سال از همه انسان دوستان میخواییم که به ما کمک کنن که این کسانی که مسبب این جنایت بزرگ شدن در یک ماه 30,000 زندانی رو بدون اینکه سوالی ازشون بکنن، بدون اینکه بفهمم چی میخوان، اینا رو همه رو اعدام کردن و ما میخوایم که اینا به مجازات برسن. سازمان ملل پیگیری کنه و این مادرها رو خوشحال کنه. از همتون متشکرم که حرفای منو گوش کردین. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, je suis encore une fois honoré de vous rencontrer sur les chemins de la défense du droit, de la justice, et tout particulièrement aux côtés de la résistance iranienne. Je m'incline devant la mémoire et je représente mes condoléances à vous-même, à travers vous-même, au peuple iranien, pour le malheur dont il vient d'être frappé, d'un tremblement de terre dévastateur, et qui a montré encore une fois que les hélicoptères du régime et toutes les machines de guerre qui sont nombreux chaque fois qu'il s'agit de manifestations pour surveiller le peuple, pour l'espionner, eh bien, ils sont soudainement absents quand il s'agit de porter secours au peuple victime d'une catastrophe naturelle. Je m'incline aussi devant les victimes du terrorisme d'État. Le 31 octobre dernier, l'ONU a inscrit dans le rapport du secrétaire général cette affaire des massacres de 88. C'est un breakthrough, c'est une percée politique extraordinaire. Nous qui avons suivi le cheminement long, difficile, plein de sacrifices, de la résistance, nous avons observé qu'il ne se passe pas une année sans que cette résistance aboutisse à des accomplissements très heureux. Il y a eu, pour ceux que j'en sais moi personnellement, auxquels j'ai eu l'honneur de participer, cette bataille juridique pour sortir de la liste des organisations terroristes, l'injuste liste, la scélérate liste des organisations terroristes, de sortir l'organisation, et ça aboutit au succès que vous connaissez. Pour la première fois donc, se rompt un peu cette conspiration du silence qui a entouré cette affaire formidable, ces massacres massifs, froidement calculés, froidement organisés. Et nous avons, même ici dans cette salle, des rescapés de ces massacres. Et ce succès très important fait suite au succès de l'an dernier, au terme duquel les anciens habitants de la cité d'Ashraf ont pu être sauvés d'un massacre prémédité depuis des années. Nous avons écouté tout à l'heure des témoignages bouleversants de Mme Brahimpour, dont la famille entière a été décimée, et Mme Bahran, dont le fils Mahran a été lui aussi assassiné dans les mêmes conditions. Alors, elles incarnent, ces deux femmes, des centaines de milliers de mamans, de sœurs ou d'épouses. Il ne s'agit pas de pleurer avec elles. Ce n'est pas nos pleurs
qui vont assécher leurs larmes. Ce qui fera assécher leurs larmes, c'est quand la justice passera. Car s'il y a quelque chose que tous les êtres humains partagent entre eux, c'est cette soif de la justice. Et tant qu'il n'y a pas cette justice, c'est une situation qui est encore plus insoutenable pour les victimes et les parents des victimes que la disparition des êtres chers. Alors, l'an prochain sera le 30e anniversaire des massacres de 88. Il s'agit non seulement de rendre justice à des victimes, mais il s'agit aussi, deuxième raison, de protéger la paix et la sécurité. Parce que ce régime-là, le régime des mollahs, dont beaucoup de gouvernants occidentaux, ou arabes ou musulmans, ont attendu qu'on puisse l'apaiser. C'est une dictature religieuse qui est la plus cruelle de la période contemporaine. En réalité, l'Iran, le problème de l'Iran, c'est que c'est une menace avec laquelle on ne peut pas négocier. Il n'y a rien à négocier. L'Iran, le régime des mollahs, a choisi la solution qui consiste à déstabiliser tous les États qu'il veut dominer. Ne voit-on pas que ça a commencé par l'Irak, que l'administration de Bush a offert en cadeau à l'Iran? L'Iran, le régime iranien, est le maître actuellement en Irak. Ils sont présents en Irak. À travers le Hezbollah, ils sont présents en Syrie. Et ils disent officiellement que la Syrie, pour eux, c'est la 35e province, le numéro 35. Ils sont présents avec le Hezbollah au Liban. Ils sont présents militairement au Yémen. Ils ont été présents, et j'en sais assez parce que j'étais chef du gouvernement en 1990, quand nous nous sommes aperçus que le régime des mollahs avait soutenu le terrorisme en Algérie. Et c'est pour ça que feu le président Boudiaf avait décidé la rupture des relations diplomatiques, ces relations qui ont été reprises, hélas, je le dis en tant qu'Algérien, 7 ans plus tard. Par conséquent, l'enjeu n'est pas seulement d'arracher le peuple iranien des mâchoires infernales d'une dictature religieuse, il s'agit aussi de servir la paix et la sécurité dans cette région. Voilà, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ce que je voulais dire en cette occasion. Et encore une fois, j'exprime, et ce n'est pas seulement un vœu pieux, ma confiance que grâce à tous les amoureux de la paix et de la justice, et ils sont de plus en plus nombreux, ce n'est pas les mêmes visages que je vois moi depuis 15 ans, ils sont de plus en plus nombreux. Ici, en exil, la résistance a fait des meetings où nous étions 5000 il y a 10 ans, 12 ans. Et ce nombre augmentait chaque année, et ils ont été 100 000 depuis 4 ans. Que dire d'une organisation qui, en exil, tient des meetings de 100 000 personnes? Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire. Merci.